Elle est longue la vidéo, hein. Et bah dites-vous que pour tourner, c'était encore plus long. Et je me suis rendu compte à la fin, que mon micro ne marchait pas. Du coup, je vais devoir tout réenregistrer. Salut les trilobites et bienvenue pour une vidéo un petit peu particulière puisque encore une fois je vais me servir de l'actualité pour parler d'un autre sujet. Enfin c'est le même sujet, enfin pas vraiment, vous allez voir. Et comme vous l'avez vu aussi, je ne serai pas seul pour cette vidéo puisque je serai accompagné de Valéoraptor de la chaîne du même nom qui va m'aider à vous expliquer 2 ou 3 trucs. Valé qui? Valérie Raptor. Ah désolé, je ne connais pas. Par contre, je connais très bien les dinosaures. Ah oui, alors faut que je vous explique en fait, avec Valéo, on est en train de bosser sur un Jurassic Fake, sur une vidéo particulièrement cancer, et je crois que ça l'a un petit peu traumatisé. Du coup, pour récupérer ses neurones, il a regardé pas mal de C'est pas sorcier, mais je crois qu'il est resté bloqué, du coup depuis il se prend pour Jamie. Que dis-tu mon cher Fred? Ced? Oui, Fred, c'est bien ce que j'ai dit. Oui, Fred, oui. J'ai pas trop envie de le brusquer, alors on va faire comme si. Hein. Alors, retour à notre sujet de base, vous l'avez peut-être vu passer, et si c'est pas le cas, ne me remerciez pas, puisque grâce à moi, vous allez découvrir des titres d'articles tels que Elon Musk pourrait bien créer un vrai Jurassic Park dans 15 ans. Elon Musk envisage de créer un Jurassic Park. La dernière folie d'Elon Musk, créer un vrai Jurassic Park. Et un paquet d'autres avec encore et toujours des trucs plus que douteux, hein. Et si je dis ça en me moquant, en prenant une voix un petit peu ridicule, c'est parce que vous connaissez peut-être mon avis sur les titres un poil exagérés. En sachant que quand je dis ça là, que je tourne cette vidéo, je sais pas encore quel titre je vais mettre à ma vidéo, hein, mais comptez sur moi pour faire travailler mon imagination. Hein. Bref, si je me moque un peu, c'est aussi peut-être parce qu'il faut voir d'où ça vient exactement, et vous vous rappelez peut-être ma vidéo sur Sympa, où j'avais dit que l'idée reçue du poulet qui descend du T-Rex pouvait venir d'un article qui analysait un fragment de protéines de collagène retrouvé sur un fémur de tyrannosaure, qui serait en commun avec les poules et bien d'autres animaux, hein, et que du coup, dans les médias, ça avait été relayé en « le poulet descend du T-Rex ». Vous voyez le genre de raccourci un petit peu simplifié, un petit peu malhonnête aussi, hein. Et bien ici, c'est un peu le même cas, hein, puisque ça vient à la base juste d'un tweet d'un certain Max Hodak, que je ne connaissais absolument pas, et qui est un partenaire d'affaires d'Elon Musk pour Neuralink, une société de nano/biotechnologie qui travaille entre autres sur des implants cérébraux, et qui récemment ont réussi à faire jouer à Pong à un chimpanzé par sa pensée. Waouh, vous vous rendez compte un peu, mais si ça se trouve, un jour, on pourra même carrément délocaliser son IP sans même bouger de chez soi. Et vous savez quoi? C'est déjà possible avec Surfshark. Surfshark, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas un forfait de vacances pour aller faire du surf parmi les requins, parce que sinon, il faudra une sacrée assurance vie. Non, Surfshark c'est un VPN, donc un programme qui permet de chiffrer ou crypter vos données quand vous êtes sur internet, et qui du coup vous permet d'être invisible, ce qui est plutôt pratique pour sécuriser vos données, surtout quand vous êtes sur le Wi-Fi public par exemple. C'est un programme très simple d'utilisation, et grâce à ça vous pouvez faire croire à votre ordinateur que vous êtes partout dans le monde, alors que vous êtes chez vous, hein, et avoir accès comme ça à des catalogues de films, de séries que vous n'avez pas forcément accès dans votre propre pays. Par exemple, The Meg ou En eau trouble en français, où Jason Statham tabasse un mégalodon en visant son ventre... Non, en vrai il est accessible aussi en France, c'est juste que Surfshark, mégalodon, je voulais faire le rapprochement, hein. Mégalodon d'ailleurs, qui est le titre québécois du film, hein. Et du coup ça se trouve, avec Surfshark, vous pouvez voir le film avec un accent québécois. Et ça c'est quand même vachement bien je pense. Et ce qui est bien avec Surfshark, c'est que vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils, alors sur les ordinateurs bien évidemment, mais aussi sur votre téléphone, votre tablette, et tout ça en même temps, ou même alors sur votre cuiseur Harry, sauf que moi j'ai pas réussi, ou alors je l'ai mal installé, je sais pas. Et tout ça pour un prix tout à fait acceptable, puisque grâce au code Jurassic qui s'affiche juste là, vous aurez une réduction non pas de 80, ni même 82, mais bien 83% avec 3 mois gratuits et un remboursement possible sous 30 jours si vous n'êtes pas satisfait. Ce qui au final est toujours moins cher que ce DVD de The Meg qui est toujours sous blister parce que je ne compte pas le regarder et que de toute façon celui-là je peux pas me le faire rembourser. Bref, si vous avez besoin d'un VPN et que vous ne savez pas lequel choisir, eh bien n'hésitez pas, de toute façon, toutes les infos seront bien évidemment dans la description de cette vidéo. Du coup, je dis merci Surfshark, sponsor fini, donc explosion! Donc voilà, ça c'est fait, donc retour à notre cher Elon Musk qui veut recréer Jurassic Park, en sachant que ça vient juste à la base d'un tweet d'un de ses collaborateurs, c'est tout. Bon, en fait, en vrai, Elon Musk il a vraiment dit ça, hein, en 2020, le 1er avril, sur Twitter.
En gros, il dit que son rêve d'enfant va devenir réalité et qu'il ouvrira un Jurassic Park au Costa Rica en 2025 avec des vrais bouts de dinosaures à partir d'ADN de stégosaures et qu'il a dépensé sans compter. Ah, quel petit rigolo cet Elon Musk, hein, parce que oui, bien évidemment, c'était un poisson d'avril, c'était grillé à 3 km à la ronde, hein, bien évidemment. Par contre, le tweet de son collègue là en 2021, ça n'a pas l'air d'être un poisson d'avril, ou alors il s'est planté de date. Bref, est-ce que ça va vraiment se faire? Est-ce que ça pourrait se faire? Est-ce que ça devrait se faire? Que de questions auxquelles je vais essayer de répondre en 3 parties. Enfin, je vais plutôt simplement donner mon avis plutôt que répondre vraiment aux questions. Du coup, j'attendrai aussi les vôtres dans les commentaires, bien évidemment. C'est parti! Des extinctions partie 1. Loin, trop loin. Et oui, la désextinction, hein, ce mot existe bel et bien et il est plutôt parlant puisqu'il désigne le fait tout simplement de ramener une espèce disparue à la vie. C'est quelque chose de sérieux puisqu'il y a même des lois qui encadrent ça depuis 2016. Ah bah si c'est du sérieux comme je viens de le dire, c'est que c'est possible, non? Alors pas vraiment, hein, le truc à la Jurassic Park là, en prélevant de l'ADN de l'ambre, le moustique, tout ça. Pour l'instant c'est pas possible, hein. Déjà l'ADN est bien trop abîmé après tout ce temps et surtout en plus il serait sans doute mélangé avec celui du moustique et du coup ça donnerait un Jurassic Park avec des moustiques mutants géants. Par contre on est quand même moins catégorique qu'avant puisqu'on ne pensait pas que l'ADN pouvait durer aussi longtemps par rapport à l'analyse du fragment de protéines de collagène là. Chose qu'on ne pensait pas possible avant, puisque 66 millions d'années, c'est un petit peu long quand même. Sauf que même là, ça pose problème, hein. Si on voulait recréer un dinosaure non avien à la sauce Jurassic Park, là, en partant de l'ADN avec la technique du clonage, honnêtement, j'y connais pas grand chose en génétique, mais je me doute que pour cloner quelque chose, il faut plus qu'un simple bout d'ADN, au moins la plupart de l'ADN, et qu'on pourrait combler avec une espèce plus ou moins proche. Enfin, Mathieu Sommet va nous l'expliquer. Comment ça fonctionne le clonage? Eh ben d'abord il va te falloir un ovule. Ensuite il va te falloir du bon vieux sperme de cerf, récolté à l'ancienne, selon la tradition, avec une bonne vieille en fait, on va peut-être faire appel à quelqu'un d'autre. ADN, protéines, cellules, remettons de l'ordre dans ce bazar. Vous avez ici une cellule animale typique, une cellule eucaryote. Vous avez ici un noyau entouré de divers éléments comme des mitochondries, baignant dans un liquide nommé le cytoplasme. Le tout entouré par une membrane, la membrane plasmique. Dans le noyau, nous trouvons divers éléments, le nucléole et de la chromatine. C'est dans cette chromatine que l'on retrouve les molécules d'ADN et des protéines. Les protéines sont produites par la transcription de minuscules fragments d'ADN par des enzymes. En gros, les protéines sont des fragments indirects d'ADN. Seul un très faible pourcentage de l'ADN total est transcrit en protéines, ce qui représente une très faible portion de l'information. Ah voilà, là donc tout ce qu'on a réussi à voir, c'est un fragment de protéines de collagène. C'est même pas un bout de brin d'ADN, hein. Donc autant vous dire que niveau dino, on a que dalle. C'est comme si tu voulais recréer une cathédrale du XVIIIe siècle de style baroque avec des moulures au plafond, des petits bougeoirs en étain doré comme ça, mais que t'avais aucun plan, une vague idée de à quoi ça pouvait ressembler, le tout à partir d'un grain de sable qui était potentiellement dans le mortier de l'époque. Voilà, je suis pas sûr de l'image, mais vous comprenez l'idée. Et surtout, si clonage il faut bien quand même une mère porteuse d'une espèce la plus proche génétiquement si possible, hein. Et vu que tout ce qui nous reste des dinosaures du Mésozoïque, c'est les oiseaux, c'est pas avec ça qu'on va recréer un diplodocus ou un ankylosaure, hein, ou même un T-Rex, hein, puisque je le rappelle, ils n'ont pas de lien de descendance. Transition parfaite pour la deuxième méthode de désextinction de dinosaures non aviens dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo là, le fameux Chickenosaurus, ou comment faire régresser un oiseau et revenir à un soi-disant dinosaure. Comment? Le projet Chickenosaure, c'est prendre un embryon de poulet, le modifier génétiquement en bloquant certains gènes et retrouver des caractères ancestraux de dinosaures plus vieux, comme par exemple bloquer les gènes responsables de l'arrêt de croissance de la queue qui, chez les oiseaux, forme le croupion et qui du coup ferait pousser une queue plus longue. Bloquer certains gènes qui forment le bec sans dents des oiseaux et reviendrait à un stade plus primitif entre guillemets en élargissant le museau et en faisant revenir des dents. Bloquer certains gènes qui activent la fusion des 3 doigts chez les oiseaux pour former l'aile et qui du coup là resterait 3 doigts griffus et distincts. Le tout qui donnerait un truc qui ressemblerait à un dinosaure.
Ouais, je suis une grosse feignasse, hein, j'ai carrément utilisé un extrait de ma propre vidéo. Mais en bref, cette méthode est loin d'être aboutie, et même s'il y a des pseudo-résultats, hein, faut bien se dire que même si, par je ne sais quel miracle ça marchait, ça donnerait pas un dinosaure, hein, ça donnerait un poulet génétiquement modifié avec un aspect vaguement dinosauresque, mais avec un comportement et des organes pas du tout adaptés. Et malheureusement pour le tweet en question, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Hein. Puisqu'il dit que ça ne serait pas des dinosaures génétiquement authentiques, mais qu'après 15 ans de breeding, donc de reproduction artificielle, et ingénierie, je suppose, ingénierie génétique, donc le fait de modifier des gènes pour avoir, je cite, des nouvelles espèces super exotiques. Moi je suis pas sûr du move là, hein, même si c'est vrai qu'avec la sélection artificielle et la génétique, on peut avoir des trucs... exotique, on va dire, hein. Il y a qu'à voir les races de chiens qui ont un crâne pas du tout adapté, ou les chats sans poils, ou les poules disco ou danseuses étoiles. Ou alors il veut mixer sélection artificielle et manipulation génétique pour faire régresser un oiseau jusqu'à l'ancêtre commun entre lui et un vélociraptor par exemple, hein. Ancêtre commun qu'on ne connaît pas, hein, mais du coup c'est pas 15 ans qu'il va te falloir, c'est 15 millions. Et même avec ça, faire revenir l'évolution en arrière, c'est pas possible. Bon bref, vous l'avez compris, pour un dinosaure non avien, là, bah, c'est pas possible. Hein. Enfin, en tout cas, en 2021, non. Et je pense pour un futur plus ou moins lointain, ça sera toujours impossible. Hein. Mais bon, de 1, on peut pas prévenir l'avenir et les avancées technologiques. Hein. Et de 2, bah, de toute façon, ça n'empêchera pas les gens d'essayer encore et encore. Et ça tombe bien, transition parfaite pour la deuxième partie. Les extinctions partie 2, loin, mais pas tant que ça. Et oui, parce que si ce mot existe bel et bien et qu'il y a de plus en plus de règles qui vont dans ce sens, c'est bien parce qu'on le prend de plus en plus au sérieux. Alors, non pas pour les dinosaures, hein, mais pour les animaux éteints plus récemment. Et là encore, les méthodes seront à peu près les mêmes, hein, c'est-à-dire à partir de l'ADN, le combler avec des espèces plus ou moins proches encore en vie, hein, ou une sélection artificielle un petit peu particulière comme on va le voir plus tard. Alors le coût de l'ADN, bah, comme j'ai dit, hein, il faut pas que ça pour recréer une espèce, hein. Et même si c'était le cas, de toute façon, vu qu'on estime que la durée de vie d'un brin d'ADN, dans le meilleur des cas, c'est 10 000 ans, 10 000 ans c'est long, mais pas tant que ça, du coup ça réduit quand même vachement la liste des possibles résurrections. Bon, 10 000 ans, c'est loin et pas loin, mais on va pousser et on va se dire, allez, 1 million d'années, du coup toutes les espèces disparues, il y a moins d'1 million d'années. Et là, du coup, la liste s'agrandit un peu et ça donnerait par exemple le tigre à dents de sabre d'Amérique du Nord, le mégalocéros de chez nous, ou même des trucs plus exotiques comme le wombat géante, le diprotodon d'Australie, ou encore plus proche de nous, le dodo de l'île Maurice, hein, et pas mal d'autres animaux qui vivent avec lui d'ailleurs, ou même le célèbre loup de Tasmanie, alias le thylacine. Ah, ça fait rêver, hein. Ouais, sauf que, comme d'habitude, c'est pas aussi simple que ça. Parce que si on part du principe que pour recréer une espèce à partir d'ADN et d'espèces proches par clonage, comme je l'ai dit pour les dinosaures, bah c'est impossible, mais des animaux plus récents avec des cousins proches, ça pourrait se faire. Sauf que là encore, pas vraiment. Alors on a déjà réussi à cloner un animal, hein. Vous connaissez sans doute la brebis Dolly qui a été clonée en 1996 au Royaume-Uni, mais il faut savoir que déjà ce n'est pas le premier animal cloné puisque 33 ans avant, en 1936, un scientifique chinois avait déjà réussi à cloner une carpe et que d'ailleurs apparemment c'était un peu contre l'avis de tout le monde. Et oui, hein, la peur du clonage et des manipulations génétiques ça ne date pas d'hier, hein. Oh non, loin de là. Mais bref, revenons à nos moutons. Cloner. Donc le principe du clonage aujourd'hui c'est de recréer à l'identique à partir d'une cellule un être déjà vivant. Donc oui ça marche, bon ça arrive aussi souvent qu'ils vivent pas très longtemps à cause de malformations, mais c'est pas le sujet. Ah oui, non, pas des trucs aussi bizarres. Mais bref, on part d'un animal déjà existant pour féconder un autre animal, hein, dont on a toutes les cellules qu'il faut, etc. Et pas juste des brins d'ADN par-ci par-là. Hein. Donc comment ça se passerait pour un animal disparu? Eh bien c'est là qu'on va aborder un cas très connu, le cas du mammouth laineux. Et oui, c'est lui auquel on pense en général quand on parle de recréer un animal disparu, parce que c'est gros, c'est poilu, c'est majestueux, et ça ressemble vaguement à un éléphant sans y ressembler vraiment, donc là c'est intéressant. Et oui, évidemment, parce qu'une petite grenouille de quelques centimètres qui vivait en Australie et qui pouvait incuber directement cet étard dans son estomac et qui a disparu dans les années 2000, c'est moins intéressant. Hein. Enfin, en vrai, elle a vraiment existé, on a essayé de la sauvegarder en la clonant, sauf que ça n'a pas marché. Mais au moins on a essayé, donc je suis un peu de mauvaise foi là. Mais du coup, pour revenir au mammouth, techniquement, ça serait possible, puisqu'on a découvert des spécimens parfaitement conservés, alors que même possiblement encore des cellules encore présentes, non? Revenons sur le cas de la cellule. Cette cellule s'est retrouvée congelée pendant plusieurs milliers d'années. Alors que s'est-il passé? L'ADN est une molécule instable ayant une demi-vie de 500 ans. Autrement dit, en 500 ans,
la moitié des molécules d'ADN s'est dégradée et est définitivement perdue, donc irrécupérable, et ce de manière définitive. Mais ce n'est pas tout. Dans la cellule, nous l'avons vu, elle possède un liquide interne nommé le cytoplasme. Sous l'effet du froid, l'eau présente dans le cytoplasme des cellules gèle. La glace prenant plus de place que l'eau liquide, la cellule éclate. Et la cellule est donc inexploitable. Et pourtant, Jamy, on conserve bien le sang pour nos transfusions comme ça, alors pourquoi ça marche pas pour le mammouth? Eh bien, lors d'un prélèvement classique, le sang peut se préserver 21 à 35 jours. Un an à moins 25 degrés Celsius pour le plasma, ce liquide dans lequel baignent les cellules de l'organisme. Un mammouth laineux est resté congelé pendant 4000 ans minimum, ça fait une grande différence. De ce fait, aucune molécule d'ADN ni même aucune cellule n'est restée intacte après tout ce temps. Voilà, donc déjà ça va être compliqué de trouver du matériel génétique complet en bon état après tout ce temps, et même, de toute façon, ça soulève d'autres problèmes, puisqu'il faut bien trouver une mère porteuse pour que le fœtus se développe. Et là, c'est le drame. Parce que je pense pas vous l'apprendre, hein, mais trouver une femelle mammouth à l'heure actuelle, c'est pas possible. Du coup, il faudrait se rabattre sur l'espèce qui vit encore la plus proche génétiquement, j'ai nommé l'éléphant d'Asie. Elephas maximus, qui comme son nom commun, éléphant d'Asie, le laisse deviner, vit en Asie sur une très petite zone géographique qui ne cesse de diminuer d'ailleurs. Sans rentrer dans les détails, c'est donc lui le plus proche génétiquement du mammouth laineux, hein, celui qu'on veut faire revenir. Hein. Enfin d'ailleurs je dis on, mais pas vraiment, parce que c'est plutôt l'œuvre de quelques scientifiques, un responsable du Woolly Mammoth Project, hein, un projet né de collaboration entre la Chine et la Russie, je suis pas sûr, à vérifier, hein, et du coup qui a pour but de ressusciter le pachyderme pour des raisons un petit peu douteuses, genre retarder le réchauffement climatique. Ouais, non mais si vous comprenez pas, vous aussi c'est normal, hein. C'est très compliqué, hein. Et ça m'étonne pas que Valeo ait prévu toute une vidéo sur le sujet. Ah, bah ça peut être intéressant. Je vais aller voir ce Valéoraptor. Ah oui, voilà, Valéoraptor. Eh mais dis donc, ah, c'est marrant ça. Vous avez eu le même logo. Ah oui, tiens, je le dirai quand je le verrai, hein. Donc le truc le plus abouti pour le moment, ça serait d'utiliser une femelle éléphant d'Asie et de l'inséminer artificiellement avec des gènes / cellules de mammouth laineux, et bim, ça fait des chocs à pic. Non, hein, ça ferait un hybride mammouth laineux éléphant d'Asie, hein, donc déjà c'est pas un véritable mammouth, hein, et même si jamais par miracle il arrivait à naître et à survivre plus de 2 semaines, c'est bien, mais on en fait quoi? Non mais je veux dire, déjà, qui nous dit que sa mère biologique va vouloir s'en occuper? Et même si c'est le cas, c'est bien, mais il est tout seul. Enfin, c'est pas avec ça que on va recréer toute une espèce. Il en faudrait des centaines. Donc des centaines de mères porteuses. De mères porteuses éléphants d'Asie, qui ont une gestation de 2 ans, avec probablement des problèmes de fausse couche ou des problèmes génétiques. En sachant que dans le monde des éléphants d'Asie, il en reste entre 40 et 50 000. Alors, 40 et 50 000 euros, ça fait beaucoup. 40 et 50 000 éléphants d'Asie sur toute la planète, ça fait pas beaucoup, hein, vraiment pas beaucoup, hein, et du coup vous comprenez pourquoi je suis moyen chaud là-dessus. En parlant de chaud, cela pose également d'autres problèmes. Tout d'abord, d'un point de vue écologique, l'éléphant d'Asie préfère vivre en forêt dense dans les milieux tropicaux, autrement dit, dans des pays très chauds. Le mammouth laineux était bien au contraire habitué aux steppes et à des températures beaucoup plus basses. D'ailleurs, tout dans son anatomie nous le dit, petites oreilles, poils très épais et couches de graisse très épaisses également. Il serait donc difficilement envisageable qu'une mère éléphant d'Asie puisse s'occuper d'un petit mammouth laineux dans un endroit chaud qui serait fatal au mammouth laineux ou dans un environnement froid qui serait fatal pour la mère. Ensuite, ce n'est pas fini. L'éléphant d'Asie est le plus proche représentant actuel du mammouth laineux. Ceci d'abord en observant la forme des dents, puis ça a été confirmé par diverses études sur les mitochondries et l'ADN. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont aussi proches l'un de l'autre. D'un point de vue de parenté, ils sont effectivement du même groupe, les Elephantina, mais ils ne sont pas du même genre. Nous avons ici le genre Elephas et ici le genre Mammuthus. Et l'idéal serait qu'ils soient du même genre. Cela minimiserait le risque de rejet avant et après la naissance. Mais ce n'est pas tout.
Si l'on regarde d'un peu plus près leur lignée évolutive, on constate que les plus anciens membres du genre Mammutus remontent au Pliocène à environ 5 millions d'années en Afrique avec Mammutus supplanifrons et Mammutus africanavus. Chez le genre Elephas, les plus anciens de ce genre remontent à environ 5 millions d'années également en Afrique avec Elephas echorensis. Cela veut dire que ces deux genres ont un ancêtre commun théorique vivant il y a un peu plus de 5 millions d'années en Afrique et leurs lignées sont bien distinctes depuis tout ce temps. Alors 5 millions d'années, ça paraît peu, mais c'est en revanche très conséquent sur ces lignées évolutives, puisque l'une d'entre elles a colonisé les milieux dégagés et froids, l'autre plutôt les milieux forestiers et chauds. Et oui, comme je l'ai dit, l'évolution ne peut pas revenir en arrière. Alors, il y a bien un projet de ventre artificiel pour se passer de mère porteuse, si j'ai bien compris, mais c'est pas encore très au point, Et puis, même si ça se faisait, les éléphantos, donc possiblement les mammouths, c'est des animaux ultra sociaux, qui ont besoin qui ont des liens très très particuliers dont ils ont besoin avec leur mère ou le reste du troupeau. Ce qui va être compliqué s'ils n'ont pas de mère et pas de troupeau. Et du coup, là, ça soulève d'autres problèmes qu'on va voir dans la dernière partie. Alors, avant ça, il y a aussi une autre méthode dont je voulais absolument vous parler et que j'ai appelée la domestication inversée avec le cas de l'auroch. L'auroch, c'est lui, le bœuf originel, Bos taurus primigenius de son nom scientifique. Un gros bovidé apparu il y a 2 millions d'années et qui a sillonné les territoires eurasiatiques pendant très longtemps et qui a fait partie de l'histoire humaine puisqu'on en retrouve pas mal de représentés sur les parois des grottes par chez nous. Peinture rupestre grâce auquel d'ailleurs on a une bonne idée de son aspect physique, notamment pour les couleurs de la robe. Mais si je parle de lui, c'est parce que c'est cette espèce qui est à l'origine des races modernes qu'on connaît aujourd'hui, puisque ça a été l'un des premiers animaux que nos lointains ancêtres ont commencé à domestiquer. Et si je parle de lui au passé, c'est parce que le dernier auroch a été déclaré éteint en 1627. En Pologne, dans la forêt de Jaktorów, que je suis sûr que je prononce mal encore, où il y a carrément une stèle en son honneur. Ouais, 1627 c'est récent. Et le principe de la domestication en ultra simplifié, c'est de sélectionner les individus les plus dociles par exemple, ou qui donnent le plus de lait et génération après génération, ça va donner les vaches actuelles qui sont pas agressives et qui produisent beaucoup de lait. Ça marche aussi avec les lapins et ça peut donner des trucs avec une coiffure punk, et des mini oreilles et un appétit d'hippopotame, mais ça je sais pas, c'est peut-être juste lui. Ou même encore plus inutile, des lapins qui marchent sur leurs pattes avant. Oui, alors dans la nature ça serait un gros désavantage, mais pas forcément en captivité, et donc cette caractéristique a été gardée pour des expériences, et maintenant on a une race de lapins équilibriste. Ouais, faudrait aussi un jour que je vous parle des dérives de la domestication parce qu'il y a de quoi dire. On a aussi le marronnage ou réensauvagement, qui est le fait que quand une espèce domestique se retrouve à l'état sauvage, elle va récupérer des caractéristiques qu'elle avait perdues génération après génération. On peut par exemple penser au cochon qui, quand il repasse à l'état sauvage, récupère des poils. Mais il y a aussi ce que j'ai appelé la domestication inversée, qui doit avoir un autre nom, qui est non pas le fait de sélectionner les individus les plus dociles, mais au contraire de sélectionner les individus les plus rustiques. Donc là, ça va être les plus résistantes aux conditions sauvages. C'est ce qu'ont fait des biologistes allemands en 1920 et c'est comme ça qu'on a créé le néo-auroch ou auroch de Heck par rapport au nom des biologistes à l'origine de l'expérience. Ou encore auroch reconstitué en français, dont certains sont visibles dans le parc du château de Boutéon, pas très loin de Lyon. Alors l'aspect global est à peu près là avec la taille et la forme des cornes et la robe, donc la couleur des animaux, mais la taille générale est encore inférieure à celle de l'auroch de base. Bon, en même temps, depuis 1920, ça fait pas beaucoup de générations, donc forcément les changements ça se voit pas beaucoup. Et là encore ça marche à peu près parce qu'il existe encore une espèce apparentée, les gènes de l'auroch sont encore présents chez les vaches, mais par contre chez un animal qui n'a plus de descendance comme le dodo ou le tigre de thylacine, c'est pas possible. Et c'est avec un grand regret presque, j'ai envie de dire, parce que j'avoue que j'aimerais bien que le dodo existe encore, ou même le tigre de thylacine qui était encore là il y a moins de 100 ans, puisque le dernier est mort en 1936. Et l'envie est encore plus grande, puisque la cause de l'extinction de ces animaux, c'est l'humain. Et transition parfaite pour la dernière partie. Les extinctions partie 3. Loin. Va-t-on trop loin? Et oui, maintenant qu'on a vu que c'était pas possible, en tout cas comme on l'entend avec les technologies actuelles, on va quand même se poser tout un tas de questions en partant du principe qu'on le pourrait.
Mais comme le dit si bien Malcolm dans Jurassic Park... Oui, mais vos savants étaient si préoccupés par ce qu'ils pourraient faire ou non qu'ils ne se sont pas demandé s'ils en avaient le droit. Et oui, parce que c'est bien ça la question. Mais avant d'y revenir d'ailleurs, je voulais revenir sur Jurassic Park parce qu'il y a des trucs que je vois souvent les commentaires sur les articles du tout début là qui disent faut pas refaire Jurassic Park parce que les films nous ont montré ce qui allait se passer, etc. Et je l'avais déjà dit, mais je suis pas trop d'accord avec ça, hein, puisque sur le point de la sécurité, je pense qu'avec notre technologie, toutes les procédures de sécurité qui existent, je pense pas que les animaux puissent échapper si facilement. Hein. Et en plus, si c'était le cas, il y aurait des moyens monstrueux pour les rattraper, hein, ou au pire, pour les buter, hein, parce que... Une espèce disparue ramenée à la vie n'a aucun droit. Elle existe parce que nous l'avons créée, nous avons le brevet, elle est à nous. Et oui, parce que si je ne suis pas d'accord sur la forme du film, notamment sur la sécurité, hein, le fond et notamment tout ce qui est question d'éthique et bien-être, là par contre c'est toujours bel et bien là, et c'est toujours d'actualité, hein, cette fameuse question... Si on pouvait le faire, devrait-on le faire? Alors attention, je le redis, ce qu'on va dire avec Valeo, là, ce ne sont pas des vérités, c'est pas appuyé par des études, quoi que ce soit, hein, non, c'est juste nos avis de deux mecs lambda avec leurs observations, hein, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de penser, hein, tous les avis sont bons à prendre, hein, c'est pour ça qu'on vous conseille de débattre dans les commentaires, sans violence ni insulte. Alors, devrait-on recréer des espèces disparues? Eh bien, de mon point de vue, non. Alors, c'est assez tranché, mais je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien justement, ce pourquoi, il est au centre de toutes les questions qu'on va se poser. Pourquoi recréer un animal disparu? Pourquoi a-t-il disparu? Est-ce que c'est une cause naturelle? Est-ce que c'était à cause de l'homme? Est-ce que c'était il y a 100 ans ou 100 000 ans? Et là, suivant les réponses, eh bien les réflexions ne seront pas les mêmes. Hein. Mais de toute façon, d'abord, avant tout ça, là, si c'était possible, ça soulève aussi pas mal de soucis techniques. Effectivement, ramener à la vie une espèce disparue est très risqué. J'explique. Tout d'abord, réintroduire un animal disparu il y a minimum quelques milliers d'années part d'une hypothèse. L'hypothèse que l'animal consommait telle ou telle nourriture ou qu'il vivait dans tel ou tel environnement. Il y a un risque non négligeable que les théories paléontologiques se révèlent fausses ou largement incomplètes. Ensuite, si elle a disparu naturellement suite à un changement environnemental naturel, la ramener à la vie dans un environnement qui n'est plus le sien et qui a évolué depuis n'est pas une bonne chose. En effet, les bactéries, virus et autres parasites ont évolué depuis ce temps et l'animal risque d'être sensible à ces maladies apparues depuis sa disparition, voire certainement en provoquer des nouvelles. Mais ce n'est pas tout. Un mammouth, un T-Rex, un dimétrodon ne vit pas seul. Vous-même qui regardez cette vidéo, vous ne vivez pas seul. Dans votre organisme, il y a d'autres organismes, par exemple des bactéries intra-intestinales. Ces minuscules êtres vivants vous aident notamment dans la digestion de nombreux aliments. Alors il paraît difficile d'envisager de ramener un mammouth laineux sans sa flore intestinale. Ouais, mais si on ramenait sa flore intestinale aussi, ça réglerait le problème, non? Eh bien, ça soulèverait plus de questions encore. Car ces bactéries se retrouveront tôt ou tard dans la nature via les déjections. Et il est plus que probable que ça engendre un problème de compétition avec les bactéries contemporaines, et que ça provoque d'autres maladies. Et vu ce que nous vivons actuellement, eh bien ça donne pas vraiment envie de s'y risquer. Bon voilà, déjà avec tout ça, on se dit que c'est pas spécialement une bonne idée, hein, mais... Imaginons, hein, partons du principe qu'on pourrait et on voudrait le faire, eh bien comme le dirait si bien Cyprien, pourquoi? Et oui, parce que t'as tes 3 triceratops ou tes 10 mammouths, c'est bien, mais t'en fais quoi? Dire, tu les mets dans un parc? Alors je suis loin d'être anti-zoo, hein, mais c'est un peu triste quand même, hein, où, on les relâche dans la nature, ok, mais quel pays aujourd'hui a assez d'espace sauvage pour les accueillir? Est-ce que l'environnement va correspondre à leurs besoins? Est-ce que la cohabitation avec les autres animaux va bien se passer? Et oui, hein, comme dit juste avant, un herbivore du Crétacé, il va pas être adapté à la végétation d'aujourd'hui. Les mammouths vivaient pendant une période glaciaire, et même si on est encore dans une période froide, hein, c'est en train de changer vitesse grand V, hein, donc ça serait pas bon pour eux, ni pour tous les autres animaux d'ailleurs. Hein. Du coup, on ferait peut-être mieux de faire des animaux du Miocène où il faisait chaud. Hein. Qui veut du mégalodon dans les océans? Oui, bon, à part toi, personne, hein, mais de toute façon, vu comme on siphonne les océans, il y a des chances qu'ils disparaissent aussi vite qu'il est réapparu. Et voilà bien là le principal souci encore et toujours, l'humain, hein, parce que on va pas se mentir, si la plupart des animaux ont disparu en seulement quelques décennies, là c'est bien parce qu'on s'est implanté un peu partout et qu'on n'aime pas trop partager notre environnement avec d'autres espèces.
Il y a qu'à voir tous ceux qu'on considère comme espèces nuisibles sans vraiment de raison, hein, et la panique que ça crée quand on sait qu'il y a 3 loups qui sont revenus en France. Autre exemple aussi, j'avais vu il y a un petit moment un projet qui avait pour but de réintroduire le bison sauvage en France, hein, parce que jusqu'à peu, oui, c'est-à-dire Première Guerre mondiale, il y avait encore des bisons sauvages en France, et du coup j'avais demandé l'avis des gens sur les réseaux quant à ce projet de les réintroduire sur notre territoire. Et j'avais eu pas mal de gens contre, avec des arguments, hein. C'est pas parce que je suis pas d'accord que les arguments étaient moisis, hein, mais c'est juste pour illustrer le fait que c'est déjà compliqué d'essayer de faire revenir une espèce de chez nous. Alors j'imagine pas sur un truc qui n'est pas de notre territoire, qui est même pas de notre époque. Allez, quelques petits chiffres hein, qui vont faire mal, mais qui malheureusement sont assez parlants. Hein. Je vais parler de pourcentage de biomasse, c'est-à-dire ce que représente le vivant sur la planète. Alors sans surprise, la grande partie vient de la flore, hein, donc les plantes qui à elles seules font 82% de cette biomasse. La deuxième plus grande partie vient des invertébrés, hein, donc insectes, arachnides, mollusques, hein, qui sont petits mais très nombreux, mais toujours moins que les bactéries et organismes cellulaires qui sont les vraies reines de la planète. Et donc les animaux terrestres vertébrés dont on fait partie, eh bien on ne représente que 5% de tout ça. Hein. Il faut bien se dire que sur ces 5% là, eh bien il y a seulement 4% des mammifères qui sont sauvages. Le reste, les 96%, c'est nous et le bétail pour nous nourrir. Dans le même ordre d'idée aussi, on a 70% des oiseaux de la planète, c'est de la volaille, encore une fois pour nous nourrir. Donc voilà, comme dira l'autre, ça fait réfléchir. Bon, vous voyez où je veux en venir, hein, c'est pas un discours de hippie pour faire culpabiliser qui que ce soit, hein, c'est juste que éthiquement, faire revenir une espèce à la vie en sachant que bon, sur le long terme moyen, les conditions de vie moyen, est-ce que ça vaut le coup ? C'est pour ça que je me dis que pour cette question, il faudrait réussir à séparer le côté scientifique du côté épique, hein, parce que honnêtement, si on fait ça, c'est soit pour notre bon plaisir à les mettre dans des eaux, soit pour les manger, malheureusement je me dis que c'est possible, ou alors, si c'est des espèces qu'on a nous-mêmes menées à l'extinction, peut-être un petit peu pour nous déculpabiliser, non ? C'est vrai que ce serait bien. Les exemples ne manquent pas quand il s'agit de citer des espèces disparues par notre faute. Vous avez donc par exemple le dodo, dont les derniers représentants étaient à l'île Maurice, disparu fin 17e. Le grand pingouin en Atlantique Nord, disparu en 1844. Le thylacine en Australie en 1936. La grenouille dorée au Costa Rica depuis 2001. L'espadon de Chine, disparu en 2020, même si on suppose qu'il a peut-être disparu depuis 1993. Et ce papillon, Urania sloanus, endémique de la Jamaïque, disparu vers 1895. Et du coup, vu qu'on est responsable, si on les ramène à la vie, bah c'est bon, non ? Eh bien, pas tout à fait. Outre les problèmes scientifiques énoncés précédemment, il faut se demander pourquoi ces espèces ont disparu. Le dodo, c'est avant tout à cause de l'introduction involontaire et volontaire d'animaux sur l'île par les navires de l'époque, comme les rats, les cochons, les chiens. Et ça a engendré un problème notamment de compétition. Le grand pingouin en Atlantique Nord, c'était avant tout dû à la chasse, tout comme le thylacine en Australie. Bien qu'on suggère qu'il y ait également eu un problème de compétition et de maladie apporté notamment avec le dingo. La grenouille dorée du Costa Rica serait due à la pollution, l'espadon de Chine à la surpêche et enfin ce papillon à cause de la déforestation de l'île. Ça calme, hein ? Alors, il ne faut pas voir qu'une seule cause de disparition pour chacune de ces espèces. Tant que les causes de disparition persisteront, il est inutile pour le moment de ramener à la vie ces espèces disparues. Sinon, désextinction deviendra réextinction. Malheureusement, la liste est longue et elle ne cesse de s'agrandir. Hein. Mais allons plus loin dans ce futur hypothétique où on pourrait recréer des espèces disparues. Du coup, si on peut les recréer, est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser de l'argent pour protéger les espèces en voie d'extinction ? Vous savez quoi, tout ça là, ça me rappelle un petit peu ce que je me disais sur la conquête spatiale et sur la colonisation de Mars par exemple. Au début, tu te dis ouais, c'est cool. Après, tu réfléchis un peu, tu fais mais pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment utile ? Et après, tu réfléchis encore un peu plus et tu te dis ouais, en fait, c'est un moyen d'attirer des fonds pour développer des technologies qui serviront à autre chose après.
Bah recréer des animaux disparus, j'ai un peu l'impression que c'est un peu pareil, hein. Au début tu te dis ouais c'est cool, après tu te dis bon, pourquoi faire, et après tu te dis mais en fait c'est un bon moyen d'attirer des fonds et de développer la génétique qui servira après pour autre chose. Sauf que là le problème c'est que ça ne touche pas que nous humains, ça touche aussi un autre souci qui prend de plus en plus d'ampleur, le bien-être animal. Et oui, si on pense sur le court terme et à notre plaisir, bah, ça paraît être une bonne idée, hein. Si on pense sur le très long terme et sur le plan du bien-être animal, ça l'est beaucoup moins. Et même si ça me plaît pas spécialement, je pense fortement que plus on va avancer dans le temps, hein, plus cette idée qui paraît folle, bah, le sera de moins en moins, hein. Et oui, après tout, Elon Musk a quand même plus d'impact sur le monde que moi, hein, et c'est bien normal. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est mon avis en 2021, et rien ne dit que ça changera, et pour le coup, je sais que Valéo a à peu près le même avis que moi. En effet, Cédric, et ce n'est pas parce que je me prends pour quelqu'un d'autre que ce n'est pas mon opinion aussi. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Voilà, mais c'est pas le bon avis, hein, je le redis, je le redirai, hein, c'est pour ça qu'on attend aussi les vôtres dans les commentaires de cette vidéo et de la sienne aussi. Et oui, hein, parce que pour la petite histoire, je sais plus, je lui avais demandé de l'aide pourquoi, et on s'est rendu compte qu'en fait on écrivait une vidéo sur le même sujet et qu'on avait sensiblement le même point de vue. Mais du coup, il aborde des choses plus en détail que j'aborde pas dans la vidéo, donc je ne peux que vous conseiller d'aller la voir, bien évidemment. En sachant en plus, j'ai ouï dire qu'il y aurait une vidéo spécialement sur le Woolly Mammoth Project. Et croyez-moi, il y a des choses à dire, hein, parce que raison fumeuse pour recréer des animaux disparus, il y en a qui ont de l'imagination. Et je rajoute aussi d'ailleurs qu'on a fait un débat en visio sur Discord enregistré avec Valéo, Alexis Rastier, Julien et Sophie de la chaîne d'Entracte Science pour avoir des avis, un peu plus d'avis différents, hein. Donc si jamais vous êtes motivé, ça dure 2h30 quand même, ça sera sur la chaîne d'Entracte Science, je mettrai ça en description, en sachant que je vous préviens, je crois que je suis un petit peu salé dans la vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, même si je pense qu'elle va être un petit peu particulière parce que j'ai pas l'habitude, là j'ai plus l'impression de donner un avis personnel, hein, que des informations. Mais je me dis, ça peut ouvrir des débats, donc pourquoi pas, hein. Et du coup, Valéo, est-ce que tu auras un petit mot pour la fin ? Merci à toi Cédric pour l'invitation, ça a été un plaisir de participer à ta vidéo sous cette forme-là. J'ai kiffé faire les maquettes. Génération c'est pas sorcier. Nous espérons en tout cas vous avoir fait réfléchir sur le sujet et bien sûr débattre avec calme et maturité dans les commentaires, s'il vous plaît. Eh bien ça me paraît bien comme mot de la fin, hein. Bien évidemment sa vidéo sera à la fin de celle-là et en description. Je voulais aussi vous remercier d'avoir patienté parce qu'elle a été un peu plus dure à tourner que je le pensais, comme vous avez vu, hein. Et du coup, bah écoutez, moi et mon cuiseur Harry, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine. Que l'évolution soit avec vous. Je viens d'improviser ce truc du cuiseur Harry, je ne sais pas pourquoi.